Martin Fayulu et Théodore Ngoy, deux candidats malheureux à la présidentielle de 2018, coalisent pour la mise en accusation du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Théodore Ngoy, qui est en même temps avocat conseil de juges Ouboulou et Kilomba, deux juges nommés récemment à la Cour de cassation par les dernières ordonnances présidentielles. Pour maître Théodore Ngoy, il y a eu violation intentionnelle de la Constitution. Et donc, le président de la République doit être mis en accusation ou encore il doit rapporter ses ordonnances. Maître Théodore Ngoy est notre invité de ce soir. Maître Théodore Ngoy, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avocat conseil de juges Ouboulou et Kilomba. Vous dites que les dernières ordonnances présidentielles violent la Constitution. Maître, quelles sont les dispositions qui sont énervées, les dispositions de la Constitution, bien sûr, qui sont énervées par ces nominations? Madame, d'abord, il faut que je donne une précision. Parce que vous, comme les autres médias, vous avez focalisé votre attention sur la mise en accusation. J'ai adressé une lettre au président de la République pour lui dire que les ordonnances qui remplacent mes clients Kilomba et Ouboulou à la Cour constitutionnelle et les nomment comme président à la Cour de cassation violent non seulement la Constitution, mais aussi les dispositions légales et réglementaires. Alors, s'agissant de la Constitution, j'ai dit qu'il y a violation des dispositions de l'article 158 de la Constitution. Et je vais vous donner lecture, parce que j'ai préféré amener les textes ici pour être pédagogique, parce que beaucoup de gens parlent et j'entends des choses en sens divers, et je vais essayer de donner des précisions, d'éclairer l'opinion. La Cour constitutionnelle, article 158, je montre au réalisateur pour qu'il montre ici, si c'est possible. Alors, la Cour constitutionnelle comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative, 3 désignés par le Parlement réunis en congrès et 3 désignés par le Conseil supérieur de la magistrature. Les 2 tiers des membres de la Cour constitutionnelle doivent être des juristes provenant de la magistrature, du barreau de l'enseignement universitaire. Le mandat des membres de la Cour constitutionnelle est de 9 ans non renouvelable. La Cour constitutionnelle est renouvelée par tiers tous les 3 ans. Toutefois, lors de chaque renouvellement, il sera procédé au tirage au sort des membres par groupe. Voilà les dispositions constitutionnelles qui vont être précisées par la loi portant organisation et fonctionnement. Elle est là, la Cour constitutionnelle, et qui dispose à l'article 2, la Cour constitutionnelle, si après la Cour, comprend 9 membres nommés par le président de la République, dont 3 sur sa propre initiative. Donc on reprend les dispositions constitutionnelles, 3 désignés par le Parlement réunis en congrès et 3 autres par le Conseil supérieur de la magistrature. Il ne peut y avoir ni des parents ou alliés jusqu'au 3e degré, inclusivement, ni plus des membres ici d'une même province. J'ai relevé qu'il faudrait qu'il soit vérifié si parmi les personnes qui ont été nommées, il y en a 2 qui viennent de Ngandanjiga. Si c'est le cas, l'article 4 règle le problème. Est nul de plein droit toute nomination intervenue en violation des articles 2 et 3 de la présente loi organique. C'est-à-dire ici, les personnes ne sont pas nommées conformément aux dispositions prévues à l'article 158 de la Constitution, cette nomination est nulle de plein droit. Alors, à côté de ça, vous avez vu, j'ai l'ordonnance qui porte statut des membres de la Cour constitutionnelle. Il porte le titre de juge à la Cour constitutionnelle. Et cette loi dit que leur mandat prend fin par expiration du mandat, par démission volontaire ou d'office, par révocation ou décès. Quand vous allez plus loin, vous lisez cette même loi, les
la violation dont je parle, elle est fondée dans les dispositions de l'article 158 de la Constitution. Pourquoi? Parce que le président de la République n'a pas le pouvoir de mettre fin au mandat d'un juge à la Cour constitutionnelle. Pas du tout. Il n'en a aucun. Comment prendre fin le mandat? Le mandat, le terme est expiré. La personne a démissionné volontairement, ou la personne est décédée, ou sinon la personne est démise, fait l'objet d'une démission d'office après une procédure disciplinaire. Mais il y a une autre procédure qui est celle du renouvellement de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle est renouvelée tous les 3 ans. Et comment est-ce que ce renouvellement se fait? Dans chaque groupe, parce qu'ils sont 9. 3 sont nommés par le président de la République sur sa propre initiative, 3 sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature et 3 par le Parlement réuni en congrès. Alors, mes clients font partie du groupe Conseil supérieur de la magistrature. Tous les deux. Tous les deux. Ils étaient des magistrats. Ils ne sont plus des magistrats. Parce que le juge de la Cour constitutionnelle ne peut plus, à la fin de son mandat, être nommé à un emploi public, dont celui des magistrats. Il peut l'être après 2 ans. Pendant les 2 années qui suivent la fin légale de son mandat, il reste juge de la Cour constitutionnelle. Il a tous les salaires et tous les avantages qu'il avait quand il était en fonction. Dans les cas d'espèce ici, on les a nommés à un emploi public, la magistrature, en violation de l'ordonnance du président de la République. Et on les a privés de leur salaire, alors qu'ils avaient non seulement droit au salaire du mois de juillet, mais aussi au salaire de tous les mois qui suivraient s'ils avaient quitté la Cour par les voies légales. Bon, maintenant, que dit la Constitution? Tous les 3 ans, renouvellement. Le renouvellement se fait par tiers. C'est-à-dire, un membre par groupe de 3 sort. Donc 3 membres sortent, chacun par tirage au sort. Le 9 avril 2018 devait avoir lieu le premier tirage. Le 8 avril, c'est-à-dire la veille du tirage au sort, le juge Kalonda, qui faisait partie du groupe de juges nommés par le président de la République sur sa propre initiative, est décédé. Donc, il n'y a plus lieu à tirage au sort dans le groupe des juges nommés par le président de la République sur sa propre initiative. Le lendemain, le jour du tirage au sort, tout le monde est là, sauf le juge Vundoawe. On doit procéder au tirage au sort dans le groupe de ceux qui sont venus du Conseil supérieur de la magistrature et dans le groupe de ceux qui sont venus du Parlement. Surprise, le juge Banyakou du groupe du Parlement démissionne volontairement pour des raisons personnelles. Il n'y a plus de raison de procéder au tirage au sort. Parce que le but du tirage au sort, en fait, le tirage au sort, c'est une procédure de renouvellement. Oui. Le but du renouvellement, c'est de faire sortir 3 juges et d'en faire entrer 3 autres. Et maintenant, par la démission, Banyakou met fin à tout tirage au sort parce qu'il y a un renouvellement. Et puis, s'avance Essambo, du groupe de juges venus du Conseil supérieur, qui lui aussi démissionne. Donc, le renouvellement c'est fait automatiquement par ce décès et ces 2 démissions. Donc, il n'y a plus lieu à tirage au sort. Voilà comment ça s'est passé. Et donc, le président de la République. Et c'est dans ce contexte-là que sont arrivés les juges Ouboulou. C'est exact. Le président de la République a nommé dans le groupe de ceux qui viennent du Parlement, je crois Bokona, juge Bokona, et il a nommé dans le groupe de ceux qui viennent du Conseil supérieur de la magistrature, il a nommé aussi de ceux qui viennent, enfin qui sont là par sa propre initiative. Koulou est venu dans le groupe du président, Maître Nkoulou Kilombo, et Ouboulou, mon client, est venu sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature. Voilà. Et ce mandat-là, de Ouboulou et de Kilomba, doit se poursuivre. Jusqu'en 2021. C'est 9 ans. Alors,
Non, pas jusqu'en 2021. 2021, c'est un tirage qui est attendu, qui doit avoir lieu. À l'issue de ce tirage-là, un juge constitutionnel va quitter le groupe des juges nommés par le président de la République à sa propre initiative ou sur sa propre initiative. Un juge parmi les 3 du Conseil supérieur de la magistrature va quitter. Donc ce n'est pas nécessairement Ouboulou qui va quitter. Ce n'est pas nécessairement Kilomba qui va quitter. Oui, mais un juge va quitter. Et c'est à ce moment-là que le président de la République pourra nommer, pas d'office, mais il attendra que le Conseil supérieur de la magistrature se réunisse, qu'il y ait un PV désignant le juge qui va être nommé en remplacement de ce juge. C'est ce que prévoit la Constitution, et la pensée de la Constitution a été précisée par la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et par le règlement intérieur, mais aussi par l'ordonnance qui porte statut de juges à la Cour constitutionnelle, qui ne sont pas des magistrats, auxquels ne s'appliquent pas les statuts des magistrats. C'est important de le préciser. Et donc, à tous égards, le président de la République a violé la Constitution en ce qu'il a remplacé 2 juges dans le groupe de ceux qui sont nommés sur proposition de la magistrature avant le tirage au sort. Et s'il l'avait fait après le tirage au sort, il n'aurait droit qu'à remplacer un juge et il ne l'aurait pas remplacé d'office, mais après proposition du Conseil supérieur. Et pour ça, vous dites qu'il doit être poursuivi pour haute trahison. Mais madame, c'est une violation de la Constitution. D'abord, je n'ai pas dit qu'il doit être poursuivi. J'ai dit qu'il a l'obligation constitutionnelle de rapporter les 2 ordonnances. Voilà ce que je lui ai demandé. Mais j'ai relevé que s'il est cher, il est loisible à l'Assemblée nationale et au Sénat, réunis en congrès, de voter la mise en accusation. Voilà, c'est là le problème, Maître Théodore Ngoy. Alors, il y en a qui disent que vous profitez des relations qui sont déjà tumultueuses entre les 2 institutions, le Parlement et la présidence de la République, pour formuler votre demande. Est-ce que vous mesurez les conséquences de cette démarche, Maître Théodore Ngoy? Mais, madame, va-t-on me reprocher d'avoir ou d'user des moyens de droit pour défendre les clients? Où est-ce que nous trouvons, nous, les moyens de droit? Dans la Constitution, dans les traités internationaux dûment ratifiés par la RDC, dans les lois de la République, et même dans les actes conformes à la loi, les actes réglementaires conformes à la loi, et même dans la coutume. Dans les cas d'espèce, le constituant congolais a mis en place ces mécanismes pour arrêter les pouvoirs, pour que le président de la République ne puisse pas verser dans la dictature, ne puisse pas violer les droits de l'homme, ne puisse pas violer la légalité. C'est ce qu'on appelle l'état des droits. Permettez-moi, madame, de retourner à la Bible de l'état des droits. Elle est là, la Constitution. Voici ce que dit cette Constitution. Article 1er. La République démocratique du Congo est dans ses frontières du 30 juin 1960 un état de droit. Indépendant, souverain, uni, indivisible, social, démocratique et laïque. Maintenant, quand je cherche l'exposé des motifs, dont la nature juridique est de donner au juge l'intention exacte du législateur. Il a été jugé en 1975 en France par le Conseil d'État que l'exposé des motifs en tant qu'élément des travaux préparatoires est la source d'interprétation, de compréhension de l'intention du législateur, en l'occurrence ici du constituant. Et voici ce que dit l'exposé des motifs de la Constitution du 18 février 2006, tel que révisé en 2011, tel que modifié par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo, 18 février 2006. Texte
coordonnée. En ce qui concerne l'organisation et l'exercice du pouvoir, les préoccupations majeures qui président à l'organisation de ces institutions, quelles sont les institutions de la République? Le président de la République, le Parlement, le gouvernement, les cours et tribunaux. L'une de ces préoccupations, au point 3, c'est instaurer un état de droit. Qu'est-ce que l'état de droit? C'est l'état dans lequel le seul référent est le droit, au-dessus de tous et de tout, des institutions et des hommes qui les animent. De sorte que, et permettez-moi de vous lire ça, et ça c'est très important. Voici ce qui est écrit ici, par les constituants congolais, dans l'exposé des motifs, réunis en congrès. C'est à la page 81 de la Constitution que je lis. C'est pas moi, c'est pas Théodore Ngoy. Réunis en congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat ont la compétence de déférer le président de la République et le Premier ministre devant la Cour constitutionnelle, notamment pour haute trahison et délit d'initié. Et madame, après avoir fait cette lecture, il est important que devant votre micro, c'est d'ailleurs une exclusivité, que je réponde, si vous voulez, à des allégations qui circulent dans les réseaux sociaux. Elles sont doubles. Premièrement, concernant la procédure de la mise en accusation. Deuxièmement, concernant ce qui me motiverait, moi, Théodore Ngoy. Oui, parce qu'il y a beaucoup, se racontent. Hein? Très bien. D'abord, la procédure. Madame, les deux documents ici, plus le règlement intérieur, nous donnent la procédure. Il y a deux procédures pour saisir la Cour constitutionnelle. Il y a la procédure qui commence par l'instruction préparatoire, et c'est l'œuvre du ministère public, qui, lorsque il a reçu des plaintes, il a un dossier, et il estime qu'il doit exercer la poursuite, il s'adresse au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat pour que ceux-ci se réunissent en congrès et décident d'autoriser les poursuites. Voilà. La décision des poursuites, elle est prise à la requête du ministère public, c'est-à-dire le procureur général près la Cour constitutionnelle. Lorsque celui-ci a mené son instruction et qu'il a besoin de placer le chef de l'État ou le Premier ministre, selon les cas, en détention préventive, il s'en réfère à la Cour constitutionnelle, qui est seule compétente pour autoriser la mise en détention préventive. Lorsqu'à la fin, il a réuni les éléments de conviction, il rentre au Congrès solliciter l'autorisation des poursuites. Plutôt, la mise en accusation. Et quand il a la mise en accusation, il saisit la Cour constitutionnelle par une requête aux fins de la fixation d'une date d'audience ou une requête aux fins des poursuites. Ça, c'est la première procédure. La deuxième procédure, c'est le Sénat et les parlements réunis en congrès, qui, eux, ne passent pas par l'instruction préparatoire et ils instruisent. Et je vais vous lire ça. L'article 166 de la Constitution. Voici ce qu'elle dit. La décision des poursuites ainsi que la mise en exécution du président de la République et du Premier ministre sont votées à la majorité des 2/3 des membres du Parlement composant les congrès, suivant la procédure prévue par le règlement intérieur. Point. C'est pourquoi l'article 80 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle rappelle que la mise en exécution, la décision de poursuite et la mise en exécution du président de la République sont votées à la majorité des 2/3 des membres du Parlement réunis en congrès. Et quand ils sont réunis en congrès, ils le font suivant quelle procédure? Leur règlement intérieur, c'est-à-dire le règlement intérieur du congrès. Et je vous informe, madame, que le règlement intérieur du congrès prévoit que la décision de poursuite elle est prise à la requête du procureur général
près la Cour constitutionnelle. Par contre, le chef de l'État, l'article 40, est appelé à comparaître, assister de son conseil, ou seul, non assisté, devant le Sénat. Lorsque le Sénat décide, conformément à la Constitution, qu'est-ce que j'ai dit? Devant le Congrès. Lorsque le Congrès, ou si vous voulez, le Parlement réuni en Congrès, décide de la mise en accusation, il ne passe pas par les PG, il saisit la Cour constitutionnelle parce que l'exposé des motifs, je viens de vous le lire et je vais le relire. Non, on n'a pas assez de temps. Ah non, madame, ne dites pas qu'on n'a pas de temps. Il faut qu'on ait le temps. Bon. C'est une matière... Non, madame. C'est 45 minutes, Maître Oui, Dongoy. Vous avez expliqué sur les procédures, là on a compris. Non, laissez-moi finir par lire l'exposé des motifs qui éclaire l'intention du constituant. Réunis en congrès, l'Assemblée nationale et le Sénat ont la compétence de déférer le président de la République et le Premier ministre devant la Cour constitutionnelle, notamment pour haute trahison. Et on vous dit que, toujours la Constitution, je vais vous la lire, toujours. Ce n'est pas Théodore Ngoy qui parle. L'article 166. Non, l'article 165. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé intentionnellement la Constitution. Puisque vous parlez de la violation intentionnelle de la Constitution, est-ce que le fait de nommer un juge, c'est un acte administratif? Est-ce qu'un acte administratif peut être jugé comme une violation intentionnelle de la Constitution? Madame, je voudrais que nous comprenions que le juge constitutionnel est différent du juge administratif. Les juges administratifs vérifient de la légalité. Le juge constitutionnel vérifie de la constitutionnalité. Et alors, vous dites, d'après certains juristes. Vous êtes le porte-parole ici. Je pose les questions qui nous parviennent, Maître Ngoy. Oui, mais vous portez la parole de ces juristes. Vous venez de dire, madame, que c'est un acte administratif. Article 162 de la Constitution. Et moi, je précise que c'est un acte réglementaire. L'ordonnance du président de la République est un acte réglementaire. La Cour constitutionnelle est juge de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte administratif ou réglementaire. Très bien, Maître Ngoy. Alors, venons-en maintenant aux motivations. L'actualité a beaucoup évolué depuis votre dernière sortie médiatique. On vous a vu même aux côtés de M. Fayoulou, qui vous soutient d'ailleurs dans votre démarche. La réaction de l'UDPS ne s'est pas fait attendre. D'après son secrétaire général, vous êtes là en train de réaliser le plan du FCC. Très bien. D'abord, je vous informe, madame, que je vais publier une note d'information destinée à l'opinion nationale et internationale parce que j'ai fait l'objet des menaces. De la part de qui, Maître Ngoy? De l'UDPS et de ses sympathisants. D'abord, l'UDPS, le 1er septembre, a tenu un meeting au cours duquel moi j'étais en pâture. On dit aux militants que le pasteur Théodore Ngoy a fait un mariage avec Fayoulou au service du PPRD ou du FCC. À la suite de ça, je me trouvais en ville le 1er septembre. Il y a eu un attroupement non loin du Beautour. Moi, je suis descendu. Je me promène librement dans ce pays. Les gens n'ont pas osé s'approcher. Mais l'un d'eux, ils disaient, Moutazo qu'on attaquait. D'ailleurs, l'un d'eux disait, Moutazo taqué. Et on a Moutazo taqué. Azo taqué, féti béton. Ils étaient presque prêts à m'agresser. Comprenez? Le président de la République doit assurer, il a l'obligation constitutionnelle d'assurer ma protection. La protection de mon intégrité physique, de ma vie. Parce que je n'ai rien fait d'autre que exercer
une prérogative reconnue à chaque citoyen congolais dans un état de droit et en particulier à un avocat. J'ai reçu un SMS d'un individu qui me dit « Je suis comme un Ansap. Vous me verrez bientôt parce que vous attaquez Fetchi Béton. » J'apprends aujourd'hui que le siège de l'SID dont Martin Fayulu est le président venait d'être attaqué. Quel siège? C'est ce que j'ai appris. Le siège de l'SID dont Martin Fayulu est président venait d'être attaqué. Alors, M. Kabouya est même passé sur RFI et j'ai le droit de répondre sur RFI pour prétendre que moi, Théodore Ngoï, je serai du FCC. Alors, M. Kabouya, là, je ne sais pas quel est son parcours, mais moi, Théodore Ngoï, je porte sur mon corps les blessures, les marques de mes convictions. Qui ne sait pas dans ce pays ici que sous Laurent Désiré Kabila, non, laissez-moi, avant de parler de Laurent Désiré Kabila, de parler de Mobutu. Je suis auteur d'un mémoire de licence en sciences politiques, parce que je suis docteur en droit, certes, licencié en droit d'abord, diplômé d'études supérieures en droit, docteur en droit, je suis également LLM by Research de Oxford Brookes University. Mais avant cela, je suis licencié en sciences politiques et administratives de l'Université Lumbashi. Mon mémoire a porté sur le thème ouverture démocratique et stabilité des régimes politiques, cas du MPR. J'ai démontré comment le MPR allait s'effondrer parce que fait sur mesure, on a failli refuser mon mémoire. On m'a privé même de la distinction à cause de ça. Je suis passé, moi, avec Dimanja Wembi, il est encore vivant, sur TKM, pour dire M. Mobutu doit démissionner. Je suis allé chez Ngbanda. J'ai rencontré son conseiller, M. Moussenga, qui est encore vivant. On est Ngbanda, est vivant, on s'est rencontrés en France. Je lui dis, le président de la République doit démissionner et demander pardon. Je travaillais à la Banque centrale. Tout le monde a cru que j'allais être arrêté. Les gens ont cru que j'étais arrêté, madame. Kabila arrive. Mouloubakat, comme moi. Je suis allé à la banque travailler. On nous a dit qu'on ne travaille pas aujourd'hui parce qu'il y a serment. Ensuite, j'ai lu le décret loi constitutionnelle du président Laurent Désiré Kabila. J'ai écrit une lettre ouverte qui a fait l'objet de publications. Quelques temps après, on est venu m'arrêter en plein culte à l'église. On m'a mis à Makala. Avant d'aller à Makala, j'ai passé un mois dans un bureau de l'ANER sur l'ordre de l'État qui est à Makala. Et je me suis retrouvé près de 7 mois à Makala, uniquement à cause de mes opinions. Et dès la prison, j'ai écrit encore une autre lettre pour dénoncer les traitements contre Zaïd Ngoma, contre le président du CSA, Olenga Koyi, et les autres, à Makala. Je sors de la prison de Makala. Et je vais toujours citer des gens. Monsieur Batoumona, il était chef de la contribution, je crois, ou de la direction générale des contributions. Il m'informe... L'actuel DGI. Oui, il m'informe que le président de la République voudrait me voir. C'est Laurent Désiré Kabila. Je me retrouve au Palais des Marbres et j'y trouve plusieurs serviteurs de Dieu. Je vais en citer quelques-uns. Soni Kafuta, Kankieza, Mbiye, Moudilo des musulmans, Luntadila des kimbanguistes. Il y avait même une dame de l'armée du salut. Maman Olangue Somari, qui était encore vivant, était là. Sakombi Nongo, dont j'ai été le pasteur, j'ai dirigé ce témoignage. Mais je l'avais quitté parce que je trouvais qu'il ne marchait plus sur la voie de Dieu. Il me voit là, il vient, il dit, sur ma liste, vous. Il me saute d'abord et puis il vient vers moi, il dit, même vous. Je dis, ah bon, moi, je n'ai pas été appelé par vous, mais Dieu a créé des circonstances parce que j'ai quelque chose à dire au président Laurent Désiré Kabila. Mais puisque vous décidez que je parte, alors je m'en vais. Je partais quand Hérodias s'est tenu sur le perron. Et il a dit, s'il vous plaît, revenez. C'est moi qui décide ici, tout le monde entre. Je suis entré. Le dernier à prendre la parole, c'est moi. Sakombi Inongo me donne la parole et dit à Laurent Désiré Kabila, les personnes que j'ai citées sont présentes, sont vivantes, elles peuvent témoigner. Certaines de ces personnes sont mortes. Sakombi dit, et sa femme était à côté de moi, Germaine Sakombi, il dit à Laurent Désiré Kabila, tout le monde a parlé, mais
le dernier à qui je vais donner la parole, c'est Théodore Ngoï. Il n'est pas comme les autres. Ça, c'est ça qu'on dit. Il ne fait pas partie de ces autres. J'ai pris la parole. Voici ce que j'ai à Laurent Désiré Kabila. Tout le monde pensait que j'allais lui dire on m'a chassé de la Banque centrale, rétablissez-moi la Banque centrale. Non. J'ai dit au président, beaucoup de gens ont parlé ici au nom de leurs églises. Mais en réalité, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Moi, je viens vous dire au nom de Christ, repentez-vous. Acceptez Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Nous allons vous baptiser dans l'eau du fleuve Congo, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et Dieu mènera le combat pour vous. Libérez le professeur Kalele et Kabanda. Libérez-les, Monsieur le Président. Interdisez les louanges en votre nom. Vous avez dit à Mobutu Selu-Tenika, qui t'a fait Dieu. Maintenant, les mêmes personnes commencent à vous faire Dieu. Maître Théodore Ngoï, si on peut revenir maintenant sur l'objet de cette émission. Madame, il faut que je réponde, il faut que le peuple congolais sache à qui il a affaire. Je suis allé parler de justice. Est-ce que moi, je suis dans un parti politique avec Kalele ou Kabanda? Je n'ai pas parlé de mes problèmes. Moi, je défends la justice. Si vous allez parler à Mobutu, à travers son conseil spécial, de la justice, du droit de la justice, si vous allez parler à Laurent Désiré Kabila, du droit de la justice. Joseph Kabila devient président de la République. J'écris un livre sur l'accord de Lusaka. Je démontre tous les dangers qui nous guettaient et les pièges. Joseph Kabila m'envoie chez Oukitundu me trouver. Les autres, dont mon propre frère, Moïse Nkongolo, lui disent non, c'est un homme de l'UDPS. Son église, là, c'est une église de l'UDPS. On me présentait, même à Laurent Désiré Kabila, on avait dit que j'étais de l'UDPS, que l'église était juste une planque de l'UDPS. C'est comme ça qu'un jour, Olenganko est venu même à l'église pour m'encourager. Je n'ai rien à voir avec l'UDPS. J'ai rencontré Étienne Tshisekedi le 12 juin de 1995. J'ai une photo avec lui qui est sur Internet. On ne la publie pas. J'ai appris qu'on a publié une photo où je suis avec Joseph pour dire, c'est ça la preuve que le Tshisekedi est kabiliste. Mais qu'on publie la photo avec Tshisekedi. Qu'on publie aussi la photo avec Félix Tshisekedi dans l'église ici. J'ai des photos avec Félix Tshisekedi. Madame, vous allez me permettre de m'exprimer sur ce lieu. Mais c'est le temps que nous n'avons pas vraiment. Non, madame. Sinon, on va passer vraiment aux côtés de l'émission. Mais madame, non, justement, vous vous trompez. Vous n'allez pas passer à côté de l'émission parce que votre émission a l'exclusivité de ma réponse quant à ceux qui parlent de moi. Et c'est important que je réponde. Quand Félix Tshisekedi est venu ici, dans l'église, avec Kamere, avec Vijay, avec François Mwamba, ils avaient été précédés par Kabound, qui les a accompagnés aussi ce jour-là, et Moukeba. Ils sont venus dans mon bureau pour me convaincre de recevoir le président Tshisekedi, parce que j'avais mis en place un collectif des candidats présidents de la République. Nous avons parlé longuement. J'ai montré les photos de son père à Félix Tshisekedi. Je lui ai dit, parce que je me bats pour la justice. On m'a privé de mon emploi à la Banque centrale. On m'a privé de mon mandat de député par Kyungwaku Mwanza. J'ai été attaqué par des pierres à Lubumbashi, par Kyungwaku Mwanza et les siens, et M. Katumbi. J'étais candidat gouverneur. Katumbi ne serait jamais devenu gouverneur, ni t'étais l'implication de Joseph Kabila. J'ai même été interviewé par Digital, la seule télévision, la seule élection qui a été suivie en direct par les reportages de Digital. C'est celle-là. Kitenge Kinkumba et Bamani m'ont interviewé. Je leur ai dit, voilà, c'est lui qu'on a choisi. Il va faire le commerce, il va s'enrichir. Il ne pourra jamais construire les Katanga. On a eu tort de le soutenir. On a poignardé les Katanga. Mais madame, j'ai failli mourir au Katanga. On m'a jeté des pierres, on m'a enfermé à l'hôtel. Parce que Kyungwaku Mwanza a dit à la Kenya que mon père s'appelait Théodore Ngoï. Il y avait eu un Ngoï Théodore qui avait des magasins, un Moulouba Dikassai. On a dit Théodore Ngoï est un Moulouba Dikassai. Il faut le tuer. Moi, on a voulu me tuer. J'ai écrit dans le journal de Sakombi que mes enseignants, mes professeurs depuis l'école primaire, M. Kabeya, première primaire, M. Kabongo, deuxième primaire, M. Kabeya, troisième, M. quatrième, Kikale Jonathan. Cinquième, j'ai oublié son nom, c'est un type de Kabinda. C'est en sixième que j'ai un Mouloubakati. Mon professeur et mon préfet, Bamwe Mwamba, qui est encore vivant,
On m'a dit qu'il est devenu aveugle. C'est un grand qui devrait même être ministre de l'enseignement. Au-dessus du Diamba, qui est à l'Institut Ouezo, où j'ai obtenu mon diplôme d'État. Il m'a appelé dernièrement pour me dire, vous nous avez aidé à mettre l'ordre ici. Je me suis toujours battu pour la justice. Ça, on a madame. compris, Maître Non, donc, je vais terminer, madame. mais vraiment rapidement. Quand Joseph Kabila, qu'on m'attribue comme mon parrain, me reçoit dans son bureau, vous savez ce que me propose Joseph Kabila? Je vous trouve très intelligent. Je vous prie de diriger mon gouvernement. Je dis bien mon gouvernement. Vous allez diriger la délégation du gouvernement à Gaborone. C'est là que devaient commencer les... Et qu'est-ce que j'ai dit à Joseph Kabila, qui est vivant, qu'on vienne me contredire ici? J'ai dit, Excellence, je suis contre la révocation de 315 magistrats. La procédure n'a pas été respectée. Je suis contre la révocation des 315 agents de l'ex-Petro-Congo. La procédure n'a pas été respectée. Comment voulez-vous que moi je sois ministre dans un gouvernement qui a violé les droits de l'homme, qui a violé la justice? Joseph Kabila. Cet homme-là était humble, mes frères, ma soeur. Pourquoi? Je ne lui ai pas seulement dit ça, je lui ai parlé de Jésus-Christ. Il a accepté de se mettre à genoux. Nous avons prié, Joseph Kabila et moi. Et malgré ma réponse aussi dure, Joseph Kabila a tenu à ce que je puisse aller à Sun City. À la condition posée par moi, que l'on me laisse libre de défendre le Congo. C'est ce que je fais. Joseph Kabila a voulu que je sois ministre de la communication. J'ai été nommé par Joseph Kabila ministre de la communication. Il m'a appelé dans son bureau, il m'a supplié de faire la communication du gouvernement. Je lui ai dit, je ne veux pas être ministre qui tombe dans la soupe. Voici mes conditions. Vous connaissez combien de Congolais qui sont comme ça? Et Joseph Kabila a accepté ça. C'est connu de tous ceux qui Ça, c'est votre parcours. C'est pour vous dire que vous êtes toujours du côté de la justice. Madame, oui. Voilà. Maintenant, je veux que les gens me respectent. Joseph Kabila, finalement, me nomme gouverneur de la Banque centrale. Allez poser la question à Bouchab, il est vivant. On bloque le décret. Une réunion se tient, au cours de laquelle, notamment, Kamere, dit au chef de l'État, vous connaissez quelqu'un qui a refusé les fonctions? Le président a dit oui, Théodore Ngoy. Il dit voilà, cet homme-là est intelligent. Mais il ne donnera jamais l'argent ni des militaires, ni pour les élections. Il dira ainsi dit l'Éternel. Et on m'a dit que c'est ça le coup de grâce. J'ai rappelé ça à Kamere, ici dans l'église, en présence de Tshisekedi, Félix, candidat comme moi, à l'époque, avant de devenir président de la République. Et Kamere a levé la main pour me saluer devant Tshisekedi, pour dire c'est vrai ce que vous dites. Kamere a encore dit ça à la CENI. Quand j'ai critiqué Ramazani, je disais à Ramazani, tu ne seras jamais président de la République. J'ai dit au président de la CENI, je dis, je ne peux pas accepter que vous me parliez comme ça là. J'ai eu l'occasion d'exercer les plus hautes fonctions auxquelles j'ai été nommé. Mais j'ai dit non à cause de mon engagement pour la justice. Et Kamere a dit, je confirme. Madame, attendez, non. Je voudrais dire à Kabouya, Augustin, et je voudrais dire à l'UDPS qu'un jour, à Sun City, Maman Marthe m'a critiqué. Nous étions avec Tshisekedi. Et Tshisekedi a dit à Maman Marthe, et je l'ai dit au candidat Félix, aujourd'hui président de la République. Il a dit à Maman Marthe, ne parle jamais comme ça au pasteur Théodore Ngoy. Il n'est pas comme les autres. Et j'ai des photos avec qu'on m'a apporté récemment. Et quelqu'un a dit qu'il a même enregistré les propos que tenait Tshisekedi en public, disant à tout le monde, je le confirme, Théodore Ngoy n'est pas comme les autres. Demandez à Maman Marthe. Je cite les gens qui sont vivants pour qu'ils viennent me contredire si je raconte des histoires. Joseph Kabila a levé le doigt comme ça. Un jour, nous parlions à deux. Je lui dis, Excellence, je vous connais depuis 2 ans. Pourquoi on ne me rétablit pas dans mon doigt à la Banque centrale? Il lève les doigts, il dit, ne parle pas comme les Congolais. Tu n'es pas comme un Congolais. Tu n'es pas comme les Congolais. Tu as une mission que Jésus t'a donnée sur la terre pour le Congo. Ne trahis pas le Congo. Je lui dis, Excellence, vous êtes devenu prophète. Il m'a dit, même ton problème à la banque, ce n'est pas Dieu qui bloque. Le jour viendra où on va débloquer et tu auras tout ton argent. Joseph Kabila, qui me parle de Dieu. Et moi, ma soeur, j'ai tout fait pour que Joseph Kabila connaisse le Seigneur. Je lui ai non seulement prêché Jésus-Christ, mais j'ai amené ici au Congo, Rey, le pasteur d'une église en Afrique du Sud de 30 000 personnes, qui a prié pour Joseph Kabila. Et on nous a pris une photo. Et cette photo-là,
a été publiée. Attendez, je termine par là, j'ai fini. Cette photo a été publiée par Freddy Moulongo, à qui j'ai accordé une interview. Et j'ai expliqué, madame, et je tiens à le dire ici, que lorsque j'ai annoncé ma candidature comme président de la République, en 2005, j'ai été enlevé ici. Ici où nous sommes, vous et moi. On m'a mis les menottes. On a frappé Mouchipaï, mon collaborateur. C'est Moulbadi Kassai. Moi, je suis Moulbadi Katanga. Moi, je ne m'entoure pas que les gens de chez moi. On a frappé Mouchipaï ici. C'est inacceptable qu'on me traite aujourd'hui, moi, de kabiliste. Je défends le droit. Ce que je défendais hier sous Joseph Kabila, c'est ce que je défends sous Tshisekedi. Alors, comment est-ce qu'on peut me traiter de kabiliste et m'insulter? Kabouya doit savoir qu'on ne se moque pas de Dieu. Si moi, j'ai défendu la justice dans ce pays et que l'on m'a mis en prison sous Laurent Désiré Kabila, on m'a mis en prison sous Joseph Kabila, et l'on veut me tuer sous Tshisekedi, je suis prêt. Mais Dieu m'a dit, je vivrai et je verrai sa gloire. On comprend Le votre président colère et Tshisekedi a votre l'obligation émotion de me protéger. Dans ma démarche de défenseur de droit, ce qui était faux sous Laurent Désiré Kabila, ce qui était faux sous Joseph Kabila est également faux sous Tshisekedi. Ce que je fais ici, c'est défendre la Constitution. Et Dieu a dit à Moïse, tu veux rester dans le pays, tu veux demeurer dans le pays, tu suivras ponctuellement la justice, tu ne violeras aucun droit. Je veux que le président Tshisekedi sache qu'il y a un Congolais, Mouchipaï, qui souffre de l'autre côté du Congo-Brazzaville parce qu'il avait eu le tort d'être avec moi. On l'avait considéré comme mon petit frère. On m'a braqué les armes ici en me disant pourquoi tu as fait alliance avec Jean-Pierre Mbemba. Parce que j'ai fait alliance avec Jean-Pierre Mbemba, je devais mourir, moi. Je suis allé faire campagne pour Jean-Pierre Mbemba, sans argent, moi Théodore Ngoy ici. Je n'ai rien à voir avec l'argent. Je me souviens que mon directeur de campagne, Agé Matembo, aujourd'hui ministre, c'est mon directeur de campagne, il a failli être tué. Nous avions fait un budget de 3 millions pour la campagne de Jean-Pierre Mbemba. Tout ce que François Mamba avait libéré, c'est 100 000 $, qui ne nous ont jamais été donnés. 25 000 $ donnés à Masuka, honorable Edo, qui peuvent confirmer. 45 000 $ donnés à d'autres, on a remis 30 000 $. C'est Agé Matembo qui a distribué ça à chacun. Chacun a eu 2500 $ pour aller faire campagne. Vous comprenez? Et moi, comment il s'appelle, comment son nom je m'étonne que son nom ne vienne pas, m'a appelé pour me mettre 5 000 $. Attendez, voilà comment, attendez madame, voilà comment moi, parce que, et je vous informe qu'il y a un accord entre Jean-Pierre Mbemba et moi, et lisez cet accord, c'est autour de la justice. J'ai appris qu'il y a des individus qui ont osé dire que, voilà, j'avais eu l'argent de Mbemba et tout ça. Rien, madame. Comprenez? Et donc, je me souviens même avoir presque rabroué Olengankoy. Parce que je suis allé devant le MLC, j'ai dit, il n'y a pas d'argent. Moi, je ne viens pas pour l'argent. Oh non, il ne fallait pas dire ça aux gens. Madame, je veux qu'on sache que dans ces pays, il y a des hommes et des femmes qui ne se battent que pour la justice. Maître Théodore Ngoy, moi je vous dis merci. On est obligé de mettre un terme à cette émission parce qu'on a consommé les temps qui nous étaient impartis, même si on n'a pas abordé toutes les matières qui étaient prévues. On reviendra pour un autre numéro de cet entretien. Mais je vous dis quand même merci de nous avoir ouvert vos portes pour nous accueillir. Nous vous disons merci et vous fixons rendez-vous pour très prochainement. Je dis également merci à nos téléspectateurs et auditeurs qui nous ont suivis. Vous avez suivi Maître Théodore Ngoy avec attention. Je vous laisse à vous le libre choix de vous faire votre propre opinion. Je vous fixe rendez-vous très prochainement. Merci.